Ah ben voilà, on est en direct. Bonjour Thierry Belin. Bonjour. D'abord, je suis extrêmement ravie de vous avoir dans ce live aujourd'hui parce que non seulement vous êtes connu pour être assez incisif, donc j'ose espérer que l'entretien sera à la hauteur de vos coups de gueule sur les réseaux sociaux, mais en outre, cette semaine, vous faites la une de Pan qui est sortie ce matin. Alors, pour rappel, pour ceux qui vous ne connaissent pas, mais je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, Thierry Belin est secrétaire national du personnel de police. C'est ça, Thierry? Du syndicat national du personnel de police et de Syndicat sécurité. national du personnel de police. Alors, Thierry, pourquoi est-ce qu'on a voulu vous avoir et pourquoi est-ce qu'on a fait cette une avec vous? C'est à la lumière d'une double, voire même d'une triple actualité, parce que de manière très concomitante, très étonnamment, deux bouquins sont sortis ces 2-3 dernières semaines. Qui donne un coup de projecteur tout à fait différent sur une même problématique. Alors on a d'abord Sale Flic qui a été écrit par deux journalistes et qui met en exergue entre guillemets ce qu'ils estiment être des dérives policières. Et puis alors on a Flic de merde qui a été écrit par deux collègues policiers, deux de vos collègues, et qui eux témoignent plutôt des violences récurrentes à l'égard des forces de l'ordre. Alors Thierry, un documentaire est également sorti en France qui s'appelle Flic au bout du rouleau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Et ce documentaire traite des burn-out, des dépressions et des suicides dans les corps de police. Il faut savoir qu'en France, en 2022, on a eu 46 policiers qui se sont suicidés. Et donc, c'est un taux de 40% supérieur à la moyenne du reste de la population. Alors, première question, Thierry, j'ai été un peu longue, mais il fallait planter le décor. Est-ce qu'effectivement, la police est aujourd'hui au bout du rouleau? Je ne sais pas si on est au bout du rouleau, mais on est en tout cas très loin psychologiquement. Je vois beaucoup de jeunes collègues qui sont mal, très mal, et témoignent de cela, le nombre de jeunes collègues qui quittent la police. Ça, pour un vieux flic comme moi, c'est quelque chose d'inédit qu'on ne connaissait pas auparavant. On faisait sa carrière au sein de la gendarmerie à l'époque ou de la police, peu importe. Et on ne quittait pas la police en général parce qu'on n'entre pas là par hasard. Mais les gens s'en vont parce qu'ils sont franchement dégoûtés. Et on a le même genre de choses dans l'enseignement, hein, où les jeunes enseignants quittent aussi ça. Voilà, c'est une situation qui est plus qu'interpellante, et ça témoigne d'une société qui va mal, je pense, très mal. Alors justement, la société va mal et on vient de vivre quelque chose de tout à fait inédit qui, je pense, a un peu exacerbé cette relation de je t'aime moi non plus entre la police et les citoyens. C'est effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, durant la crise sanitaire, on a un petit peu utilisé les forces de l'ordre comme le bras armé du pouvoir. Alors, question déjà fondamentale, aujourd'hui, c'est qui dirige la police? C'est le législatif, l'exécutif ou le judiciaire? Euh, Vaste question. Donc, effectivement, je vous rejoins. La crise sanitaire que nous avons connue a été, évidemment, pour tous les citoyens, une période extrêmement difficile, et pour les policiers encore plus, parce que, comme citoyens, on était confrontés à cette crise sanitaire, et en plus, on était censé faire respecter des mesures qu'on ne comprenait parfois pas nous-mêmes, tant elles étaient vagues et imprécises, voire parfois inapplicables. Bref. Aujourd'hui, qui dirige la police? On se le demande un petit peu parce que la police fédérale est en quasi-faillite. Hein. Il ne vous aura pas échappé qu'on a viré comme des malpropres. Viré comme des malpropres. Les numéros 1 et 2 de la police fédérale, c'est-à-dire le commissaire général Marc de Besmaker et le directeur général de la police administrative, André Desenfants, on leur fait payer leur attitude. Et malgré, je dirais, une loyauté qu'ils ont affichée tout au long de leur carrière envers le monde politique, ils ont été virés. Donc la police va mal, elle est sous-financée, il manque au minimum 4000 policiers. Et chaque jour, on constate un petit peu que la police fonctionne à l'envers. C'est maintenant, contrairement à ce qui avait été prévu dans une réforme des polices qui date de 20 ans maintenant, ce sont maintenant les zones de police qui viennent au secours de la police fédérale, contrairement à ce qui était prévu au départ. On fonctionne à l'envers. Donc, ça Alors va pas. justement, Thierry, je vous interromps parce que je vais essayer de temps en temps ramener 2-3 réflexions citoyennes. Il y en a déjà une. Il y a un internaute, Serge Servet, qui nous dit « Ils ne sont pas au bout du rouleau, ils ne foutent absolument rien ». Vous lui répondez quoi?
Ah ben je l'invite, je ne sais pas quel âge a ce monsieur, ni ce qu'il fait dans la vie, mais je l'invite à s'engager. S'il trouve que c'est des vacances permanentes, eh bien, écoutez, bienvenue au Club Med. Mais s'il part de ce point de vue-là, je crois qu'il va être un peu déçu parce que croyez-moi que mes collègues sur le terrain travaillent beaucoup, sont victimes de violences, d'insultes tous les jours, et c'est pas un métier simple. Alors justement, violence, insulte, on va essayer de mettre le curseur au milieu hein, aujourd'hui. Bien sûr. Mais vous avez souligné dans cet entretien que nous avons eu pour Pan qu'il y a de plus en plus de zones de non-droit dans certains quartiers, dans certaines villes du pays, et que quelque part, par souci électoral, on entretient ce communautarisme et qu'on laisse sciemment, que le politique laisse ces zones de non-droit en l'état. Vous confirmez ce que vous nous avez donné en entretien? Absolument, je confirme totalement. On a vu ça lors de certaines émeutes, par exemple, à Bruxelles, hein, qui ont suivi le décès du jeune Adil, par exemple, ou des émeutes organisées par des gens qui ne connaissaient même pas ce jeune homme hein, qui est décédé, parce qu'on on profite pour se défouler, pour donner libre cours à sa violence. Et qu'est-ce que fait le monde politique? Parce que les bourgmestres sont responsables de la police administrative et donc du maintien de l'ordre sur leur commune. Eh bien, ils demandent aux chefs de corps et donc aux policiers de ne pas intervenir, de ne pas les patrouiller dans certaines zones parce que ça provoque des réactions violentes. Est-ce que l'état de droit est encore un état de droit en Belgique? On peut raisonnablement se poser la question quand on voit ce genre de réaction, surtout à Bruxelles, hein, disons-le clairement. Hein. Alors, justement, vous parliez de bourgmestre. Il y a un an ou deux, Maxime Prévost, justement, avait fait une sortie de route que vous aviez commentée par rapport à Namur, et il avait dit, les plaintes n'augmentent pas pour incivilité ou pour petit délit mineur. Donc, il n'y a pas de corrélation avec une augmentation des zones de non-droit. Et du côté des citoyens, on entend quoi? Ben oui, les plaintes n'augmentent pas parce que ça ne sert plus à rien de porter plainte. Qui a raison, en fait? Malheureusement, les citoyens se disent que ce n'est plus la peine de déposer plainte, effectivement. Maxime Prévost, ce site particulier, je le connais bien, c'est évidemment le bourgmestre qui dirige la zone où je faisais partie. Il a ce site particulier qu'il a pris en compte les difficultés à Namur, puisqu'il a engagé sur fonds propres, je pense ne pas me tromper, une douzaine de policiers supplémentaires. Donc, on ne peut pas dire qu'il nie l'existence. Mais par contre, quand il parle de sentiment d'insécurité au sein de la ville, là, c'est battu en brèche par bon nombre de citoyens. J'en veux pour preuve, si vous avez suivi la presse locale, la création à Namur de comités de quartier pour lutter contre l'insécurité ambiante. Alors, c'est un peu triste de voir que les citoyens doivent se mobiliser pour lutter contre l'insécurité. Oui, c'est un peu à l'exemple de ce qui se fait, je crois, en Angleterre. Ce sont des espèces de vigiles citoyens bénévoles hein, qui surveillent leur quartier. Moi, ça me fait toujours un peu peur parce que je n'ai pas envie qu'on ait des milices privées qui s'instaurent. Il faut être très, très prudent avec ça, soyons clairs. Mais ce qu'il y a de clair aussi, c'est qu'on parlait beaucoup de sentiments d'insécurité et uniquement de sentiments d'insécurité, mais c'est faux. Et le bourgmestre Maxime Prévost l'a appris à ses dépens tout récemment, puisque un illuminé est allé jeter un pavé ou plusieurs pavés, je ne sais pas, dans les vitres de ses bureaux. Donc, écoutez, parler avec toutes les jeunes femmes namuroises qui doivent se déplacer pédestrement dans la ville, c'est jamais très agréable parce que de plus en plus, elles sont victimes de harcèlement, de l'agressivité au moins verbale des mendiants et des dealers, hein, parce qu'il faut le dire, certains quartiers ont été envahis par les dealers, les commerçants s'en plaignent. Donc, je confirme la situation. C'est un peu, voilà, Namur était une petite ville bourgeoise où il faisait bon vivre, Jambes aussi. Une avenue très connue de Jambes où les institutions de la région wallonne sont établies, c'est l'avenue Gouverneur Boves. Eh bien, figurez-vous, le procès vient d'avoir lieu d'ailleurs. On a tiré à la Kalachnikov entre bandes rivales à Jambes. Et ça, pour les Namurois, c'est quelque chose d'absolument intolérable, incompréhensible. Alors justement, on en revient aux politiques puisque la problématique, elle est nationale, elle ne se limite pas à Namur. Un commentaire qui me fait sourire de Marilyn Marbet aussi sur notre Facebook Like. Finalement, il n'y a plus que la politique des Khmers verts qui compte au-delà des autres préoccupations citoyennes. Vous répondez quoi à cela ? Que voulez-vous que je réponde, sinon que c'est vrai, parce que je suis insulté pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai vu que M. Georges-Louis Boucher avait fait l'objet d'une plaisanterie plus que douteuse, d'une comparaison entre le GHB, la drogue du viol et des violeurs, et ses initiales GLB, par une porte-parole d'une ministre, hein, c'est pas n'importe qui est censé connaître la communication. Elle a trouvé ça comique. Moi, je ne vois rien de comique à ça. Et donc, effectivement, et quand vous lisez certains articles, et je le dénonçais tout récemment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, les articles d'une certaine presse
on tente à tout prix de faire passer les policiers pour des racistes, pour le fait qu'on entretient ce racisme au sein de la police, qui a un profilage ethnique systémique et que les policiers sont violents par nature. C'est une politique bobo-gaucho, extrêmement gauchiste, voire parfois islamo-gauchiste, qui est en train de, qui n'est pas en train, qui s'est instaurée en Belgique et qui fait vraiment peur. Mais justement, je voulais y venir après, mais on va creuser maintenant. Par rapport à ce que l'on dénonce, que la Ligue des droits humains dénonce, à savoir les violences policières, on nous dit que, parce que c'est le comité P, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, donc c'est la police des polices, qui est un organe qui n'est pas indépendant aujourd'hui, ce que reproche la Ligue des droits humains. On nous dit qu'il est beaucoup plus difficile, évidemment, de démontrer qu'un policier vous a agressé, plutôt qu'un policier qui a été agressé, et qu'en outre, 80 à 90% des plaintes qui arrivent au comité P sont classées sans suite. Est-ce que c'est une réalité? Alors, dites-vous bien une chose, c'est que la profession de policier est l'une des professions, si pas la profession la plus contrôlée qui soit en Belgique, avec de multiples organes de contrôle qui, contrairement à ce qui est prétendu ici, sont... Donc la Ligue raconte des bêtises. Ah ben, Monsieur De Soif, qui est l'ancien président, a une détestation profonde du milieu policier. Il le prouve encore sur un dossier très, très, très précis. Et ses successeurs, Madame Venet, l'a prouvé également. On parle systématiquement de violence policière. Je rappelle que les policiers ne sont pas des violents. Les policiers ont l'usage de la contrainte lorsque cela est nécessaire, de manière très encadrée, légalement, etc. Elle doit être proportionnée. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, je peux vous dire que les policiers sont sanctionnés. Par contre, on ne peut pas tolérer que des citoyens se montrent violents à l'égard des policiers uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions politiques ou avec le fonctionnement de la démocratie en Belgique. La violence n'est l'apanage de personne. Elle serait insupportable si elle était réservée à la police, comme c'est parfois prétendu, par des gens qui confondent la sociologie, et M. Weber, le père de la sociologie, et la loi sur la fonction de police, qui n'autorise en aucun cas la violence policière. Donc, alors, j'insiste, parce que comme ça, on essaye d'épuiser le sujet. On nous dit que même quand des policiers sont sanctionnés, ils sont au mieux transférés à un autre poste, on les change de commissariat, ils ont au pire une remarque à leur dossier disciplinaire, mais que les sanctions ne sont pas très lourdes. Est-ce que vous avez le souvenir dans votre carrière de véritables sanctions, voire pénales ou correctionnelles à l'encontre de policiers? Ça, je peux vous dire que, contrairement à ce qui est prétendu ici, ça témoigne d'une parfaite méconnaissance du système. J'ai encore vu ça dans un conseil de police tout récemment. Les gens ne connaissent pas le fonctionnement de la police et je peux vous dire qu'il y a des sanctions lourdes qui sont appliquées avec des retenues sur salaire. Hein. Très clairement, ça ne fait jamais plaisir, c'est jamais une sanction simple, qui sont là dans le dossier pour 5 ans. Et la sanction lourde, ça peut aller jusqu'au retrait définitif d'emploi. Mais ça peut être aussi une dégradation. Et là, vous traînez ça tout au long de votre carrière. Si on n'appelle pas ça une punition lourde et conséquente, alors je ne sais pas ce qu'il faut. Maintenant, je comprends la bien-pensance actuelle. Et on voit ça, vous désignez le système Khmer vert. J'ai assisté à ça tellement souvent. Dès que ces gens ont décidé que quelqu'un était raciste et coupable de racisme ou c'est un violent, il faudrait le virer illico. Mais je rappelle quand même que la Belgique est encore, heureusement, un État de droit et qu'en droit, qu'il soit pénal ou administratif, il y a des règles et des délais à respecter. Alors voilà, on a quand même beaucoup parlé, mais je voulais recadrer des incivilités des éventuels policiers vis-à-vis du citoyen. Maintenant, j'aimerais bien quand même vous donner la parole et que vous fassiez le porte-voix de ce qui se passe aussi vis-à-vis des policiers. J'ai été assez surprise dans ce bouquin, justement, Flics de merde, publié par vos collègues, de lire que, oui, policiers sur 10 se sont déjà fait agresser dans leur carrière, alors que ce soit des agressions physiques ou verbales. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Oui, tout à fait. Hein. Je connais bien ce livre et les rédacteurs du livre, ce sont nos collègues du syndicat SLFP Police. Oui, exact. Et pendant néerlandophone VSOA. Mais effectivement, je confirme, puisque nous avons exactement les mêmes chiffres et nous partageons j'allais dire le sentiment, c'est pas un sentiment, le même constat. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de nos jeunes collègues quittaient la police, c'est effrayant, mais parce qu'ils en ont marre. Je vous laisse imaginer une jeune femme à l'heure actuelle qui rentre dans la police et qui, dans certains quartiers, se fait insulter
hein, à tous les carrefours. Je vous passe les sobriquets qu'on lui adresse. Hein. Mais au bout d'un temps, ça use quand même, hein, psychologiquement et moralement, c'est difficile à supporter. Et on ne parle là que de violence verbale. Vous avez vu à plusieurs reprises que des gens agressent des policiers parce qu'ils ne sont tout simplement pas contents qu'on leur a fait une remarque, ne fût-ce qu'au niveau roulage ou stationnement. Je vous ramène encore ce dossier avec le colosse, hein, sur Bruxelles qui avait agressé les policiers, qui en avait mis Oui, hors d'état. la vidéo a tourné avec cette jeune femme policière. Oui. Voilà, exactement. Et on dit, oui, mais vous savez, ce garçon, mais ce type est un véritable colosse qui en plus pratique le MMA, hein, le Mixed Martial Arts, donc c'est un sport de combat extrêmement violent. Et on nous dit, oui, mais il avait un chagrin d'amour, c'est ça qui l'a rendu nerveux. Écoutez, si tous les amoureux troncis commencent à frapper les policiers, moi, je ne sais pas où on va. Et ce n'est qu'un exemple, je le reprends souvent, mais c'est comme ça souvent et très souvent, malheureusement. Vous avez vu, allez, prenez un exemple, un événement sportif qui est une fête, normalement. Le Maroc, qui fête, à juste titre, le parcours extraordinaire de son équipe nationale de football lors du dernier mondial. Eh bien, vous avez ça à Namur, la communauté marocaine fait ça dignement, c'est fantastique, quelques embarras de circulation, mais c'est tout à fait compréhensible. Aucun incident, zéro incident, la fête, formidable. À Bruxelles, des émeutes, du mobilier urbain cassé, des voitures incendiées, et on agresse et on frappe les policiers. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Est-ce là une manière de faire la fête? Et sinon, on vient vous dire que ce sont les policiers qui sont violents. Mais j'invite les gens quand même à regarder un petit peu. Vous savez, heureusement, nous recevons de nombreux témoignages de citoyens honnêtes qui nous disent, mais monsieur, on vous soutient et on comprend vos collègues, les policiers ont du mal pour le moment sur le terrain. Alors, j'ai une jeune femme qui m'écrit plus aucun respect de l'autorité. Où est le temps où le gendarme et le policier faisaient peur? Et je vais peut-être faire époque révolue, nous dit-elle. Je vais peut-être faire une analogie avec l'enseignement. Les professeurs et les instituteurs sont de moins en moins respectés. Et ces jeunes, on les retrouve aussi dans la rue et ils ne respectent plus. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec le concept d'autorité dans la nouvelle génération? Il y a un réel problème, je peux vous le dire. Mes enfants sont enseignants. J'ai pas mal d'enseignants dans la famille et tout le monde me dit la même chose, à savoir qu'il y a un gros problème, qu'on ne respecte plus les enseignants. Nous avons maintenant l'école des enfants rois. À aucun moment on ne remet en question l'enfant, hein, dans son apprentissage, dans son courage, sa façon de travailler ou de ne pas travailler. C'est l'enseignant qui est forcément mauvais. De là déjà découle toute une façon de voir la société, et ça empire en fonction de l'âge, etc. Voyez dans le sport, hein, la violence comme elle augmente, et dans la rue, ben c'est pareil. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à un adolescent qui se comporte mal, et on ne tolère plus. Donc, c'est toute une... Vous savez, je dis souvent que la sécurité dans un pays, c'est une chaîne. Ça commence dès l'enfance, dès l'éducation donnée par les parents, celle qu'on reçoit à l'école avec le respect de l'instituteur et des professeurs, dans les clubs sportifs où on apprend qu'il y a des règles à respecter l'adversaire dans un match de basket, de foot, de volley, peu importe, et ainsi de suite. Dans l'adolescence, dans l'âge adulte, au travail, vous devez respecter des choses. Et il existe, malheureusement, j'ai envie de dire, mais la police pour faire respecter les lois, hein, quand vous conduisez votre voiture sur l'autoroute, si vous roulez en permanence à 160 km/h, ben, vous risquez de vous faire flasher, d'avoir des amendes sérieuses, voire d'y perdre votre permis. Et au bout de la chaîne de cette sécurité, il y a normalement la justice qui doit intervenir et sanctionner en fonction de la gravité, Alors, etc. Voilà. Justement, Thierry, par rapport à cela, est-ce que vous ne pensez pas que tout cela est aussi alimenté par une certaine impunité des parquets, parce que quand je vois certains commissaires de police, notamment ici dans la zone où j'habite, qui me disent, écoute, on te le chope 3 fois, on le met en garde à vue quelques heures, et puis le parquet nous répond qu'il faut le relâcher parce qu'il y a d'autres dossiers plus importants à traiter, qu'on est en manque d'effectifs ou en manque de personnel, et que ce jeune homme sort du commissariat de police en faisant un doigt d'honneur, et qu'on le reprend 3 fois par semaine, non seulement il y a une certaine lassitude de la part des agents de police, mais en outre, ce jeune sait très bien qu'il y aura très peu de sanctions. D'où vient cette impunité des parquets? Alors effectivement, c'est un message d'impunité qui est adressé aux petits voyous de tout poil, et c'est grave. Ben, l'impunité vient du fait qu'on a étranglé financièrement la justice, et je reprends les propos qui sont souvent ceux de mes collègues policiers et syndicalistes policiers en France. Le problème de la police en France, c'est la justice qui ne fonctionne plus. Et en Belgique, c'est exactement la même chose. Vous avez des procureurs du roi qui ont dû
renoncer à poursuivre certaines infractions parce qu'ils n'en ont plus les moyens, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus les moyens humains et la technologie nécessaire pour ça. Et donc, on s'est déchargé de tout ça sur la police. Et sur, par exemple, des agents constatateurs, pour ce qu'on appelle les amendes communales administratives. Je pense qu'il y a là un mauvais message. La justice ne fonctionne plus en Belgique. Je vous le disais, c'est une chaîne. Si vous refinancez la police et pas la justice, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'in fine, il doit y avoir un message qui dit si vous ne respectez pas les règles, vous devez savoir que vous mettez vous serez sanctionné in fine par la justice. Je pense que ça, c'est un message. C'est pas une justice punitive à tout prix, hein, qu'on soit clair, hein, c'est pas ça que je veux. Mais c'est comme vos enfants, vous les éduquez, il y a des règles à la maison, s'ils ne les respectent pas, ils savent qu'il y aura une sanction. Si vous n'appliquez jamais cette sanction... Maintenant, vous parlez de sous-financement qui fait que le parquet fait des choix. Est-ce que vous ne pensez pas aussi de nouveau qu'il y a un choix politique? Parce que quand je vois ces dernières années qu'on est de plus en plus, qu'on serre de plus en plus la vis, par exemple, pour les amendes de roulage, parce que c'est une source précieuse d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, on n'est pas du tout là dans le sécuritaire, on est juste dans une philosophie de rentabilité. Or, la police ne doit pas être rentable, elle doit protéger le citoyen. Je vous rejoins complètement et je suis souvent attaqué sur les réseaux sociaux quand je dénonce ce système pompe à fric, c'est comme ça que je le qualifie, des amendes de roulage. Pourquoi? Vous pouvez avoir les radars, les flashs les plus perfectionnés qui soient. Le but quand même, c'est de faire cesser l'infraction quand il y en a une qui est constatée. Pourquoi? Parce que ça crée une insécurité pour les usagers, celui qui la commet et les autres. Or, en envoyant la photo au maximum 14 jours après au contrevenant, vous n'avez pas fait cesser l'infraction et donc l'insécurité a régné. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelque temps, dans les journaux, c'était un encart, hein, ça passait presque inaperçu, une patrouille de la police de la route repère un conducteur dont le comportement est inadapté, dirons-nous, circule à une vitesse qui est inadaptée, etc. Ils prennent en chasse, ils tentent de fuir, mais ils arrivent à l'interpeller. Eh bien, grand bien leur a pris d'interpeller ce monsieur parce qu'on a retrouvé plus de 50 kilos de cocaïne dans le véhicule. Alors, si vous prenez le plus perfectionné de tous les flashs qui est défendu par VIA, c'est un monsieur Godard qui défend ça absolument, ça va être la solution miracle, eh bien, le flash, il va envoyer une photo. Au mieux, celui qui conduisait va la recevoir, sauf si c'est une voiture volée. Hein, quand on trafique 50 kilos de cocaïne, je vous laisse imaginer qu'on n'est pas nécessairement en règle pour le reste non plus. Mais en tout cas, on va rater les 50 kilos de cocaïne. Donc, ce qui est clair, c'est que pour faire régner la sécurité sur la route au profit de tous les usagers, c'est d'avoir une présence policière avec des gens qui jouent d'abord un rôle éducatif. Et si ça ne suffit pas, manifestement, s'il faut sévir, il faut le faire, mais de manière intelligente et avec une présence en faisant cesser les infractions et pas en pompant le pognon des gens qui ont peut-être les moyens de payer et d'autres qui vont se retrouver avec une infraction et au bout du mois, ils auront du mal à remplir le frigo. Est-ce que c'est ça vraiment? Je pense que ce n'est pas une justice qui est correcte. Alors Thierry, lorsqu'on parle sécurité, on ne peut pas occulter le volet terrorisme. Georges d'Allemagne, il n'est pas le seul, a écrit un bouquin qui s'appelle Daesh, dans lequel il conclut quelque part, puisqu'on est en plein dans le procès des attentats de Bruxelles, que finalement on n'a rien appris. On n'a rien appris de ces attentats et que les groupuscules radicalisés continuent à essaimer, que ce soit sur Paris ou sur Bruxelles. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, vraiment. Monsieur d'Allemagne est quelqu'un que je respecte vraiment parce qu'il ose dire les choses. C'est pas toujours confortable et je le respecte pour ça. Il ose dire les choses et il les dit de manière posée, argumentée. Mais oui, on n'a rien appris du tout. Regardez le procès qui se déroule. Enfin, écoutez, c'est un mini-scandale. Hein. On a déroulé le tapis rouge pour ces gens. On dit oui, mais ils ont des droits. Mais bien sûr. La première chose, c'est qu'on leur a organisé un procès contradictoire avec des avocats. Donc, effectivement, nous ne sommes pas des sauvages en Belgique, c'est un état de droit. Mais de là à donner libre cours à tous les caprices de ces enfants gâtés et à leurs avocats, c'est vraiment honteux. Ensuite, je pense qu'on n'a pas réglé et qu'on n'a pas pris conscience de la dangerosité parce qu'on laisse s'installer. Et il y a un excellent bouquin sur le frérisme en Belgique. Avec, je cherche son nom, Florence Bergeau,
Baclair, ou Blacker, quelque chose comme ça, qui a écrit un excellent bouquin sur le frérisme et qui pratique l'entrisme en Belgique et qui est en train de noyauter tout le système belge. Et en ça, d'ailleurs, je pense que M. d'Allemagne avait écrit dans ce livre, cette dame qui est maintenant menacée, hein, l'autrice, hein, soyons clairs, qui en permanence a une protection policière avec elle. C'est là qu'on voit qu'on n'a rien compris et que certains continuent à défendre. Hein, j'ai vu hier qu'on avait inauguré une fontaine à Molenbeek, une fontaine offerte, si j'ai bien compris, par le Maroc pour l'amitié. Ce qui me fait dire on est déjà en période préélectorale à Molenbeek. Voilà, donc on fait de la retape. Et on n'a rien compris. On favorise l'entrisme, vraiment, dans tout ce qui est, je veux dire, institution belge. Alors moi, je ne suis pas un raciste et je n'ai rien contre. J'ai pas mal de connaissances qui sont de confession musulmane et qui sont des gens qui veulent vivre leur foi tranquillement, sereinement et sans faire de bruit et sans imposer aux autres surtout, hein, qui soit sont d'une autre confession, soit ils sont athées, que sais-je. Et là, on a un gros souci, effectivement. Alors justement, à propos de terrorisme, j'ai vu que vous aviez pris une position assez tranchée sur le sujet sur Twitter. Alors c'est une question difficile parce que je pense que la réponse n'est pas unique entre l'individu et l'intérêt public. Je pense que vous savez de qui je vais parler. C'est de la libération d'Olivier Van de Castel. Est-ce qu'un État de droit comme le nôtre, même si bien évidemment tout le monde est content et sa famille en premier que cet homme soit libéré, doit céder à ce qu'on appelle politiquement correct, la diplomatie des otages, parce que voilà, maintenant, envoyons des touristes en Iran et ils seront chacun négociés contre un terroriste enfermé chez nous. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai été outré par les réactions dénonçant l'action du gouvernement. Vous savez que je critique très souvent M. De Croo pour ses prises de position à l'égard de la police et les mensonges. On pourra peut-être en parler. Mais là, je pense que le gouvernement belge a travaillé, a joué son rôle pour protéger un des ressortissants, des citoyens belges qui étaient en danger de mort. Hein. Il ne faut pas s'en cacher. Ce gars était en train de mourir à petit feu dans les geôles iraniennes. Écoutez, il faut arrêter. Signer un traité avec un État voyou comme l'Iran. Où allons-nous ? Alors on dénonce, on dit oui, écoutez, moi je pense que au contraire, il aurait fallu mener cette action à bien en toute discrétion. J'ai entendu d'ailleurs la ministre de la Défense ce matin sur les ondes de la radio publique. Il aurait fallu mener cette opération en toute discrétion avec le Premier ministre, la ministre des Affaires étrangères, celle de la Défense et sans doute le ministre de la Justice, mais en toute discrétion et aller échanger ce terroriste iranien qui de toute façon, un jour ou l'autre, allait sortir de nos prisons, hein, et aller chercher Olivier Van de Castel plus tôt, évidemment, et le dire quand il était en Belgique, point barre. Parce que l'état de droit, moi je veux bien, je suis vraiment un grand défenseur de l'état de droit, mais il a ses limites. Et ce traité crée un précédent juridique, évidemment. Ce traité, c'est une ânerie. Je pense que Georges d'Allemagne, d'ailleurs, a dénoncé ça, il a dit qu'il fallait revenir là-dessus. On ne fait pas de traité avec des États voyous. Hein, et soyons clairs. On ne transige pas, on ne négocie pas. C'est ça qui va mettre plus ou moins en insécurité les citoyens belges. Le Premier ministre l'a rappelé, il n'est pas interdit, mais il est fortement déconseillé d'aller en Iran. Évidemment, ça pose la question de l'humanitaire. Qui va dénoncer ce qui se passe là-bas si plus personne n'y va, hein, j'entends bien. Mais dire on doit respecter l'état de droit parce que est-ce que l'Iran respecte l'état de droit ? Non, pas du tout. Donc vous devez, écoutez, il faut jouer aux mêmes règles du jeu que les autres, parce que si vous jouez aux dames et moi aux échecs, on ne va jamais y arriver. Hein. Et c'est un peu ça. Donc, non, ici, le gouvernement a joué son rôle. Il aurait pu le faire beaucoup plus tôt encore. C'était une obligation morale que d'aller sauver la vie de M. Van de Castel. Alors, rapidement, Thierry, parce qu'il nous reste plus qu'une minute et demie. Hein, on a déjà passé quasiment une demi-heure ensemble. Vous m'avez dit la pédagogie ne suffit plus pour les jeunes qui dévient et qui sont irrespectueux. Madame Amélie Verlinden propose des cours de sensibilisation dans les écoles. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon endroit selon vous ? Rapidement. Les sensibilisations, il faut arrêter les bêtises. Moi, je suis pour la prévention et l'éducation, ça c'est clair. Mais à un moment donné, quand les gens ne veulent pas apprendre ou ne veulent pas respecter, eh ben, il faut une sanction, tout simplement. Donc, 1, éducation, 2, prévention, et 3, oui, sanction. Et puis surtout, vous me disiez en entretien, pour ce grand entretien que nous avons fait ensemble, c'est qu'aller sensibiliser dans des écoles les jeunes, c'est pas ces jeunes-là qu'il faut sensibiliser, c'est ceux qui ne sont plus à l'école et qui sont dans la rue. C'est bien ça que vous m'avez dit. Hein. Exactement. Alors, les gens qui sont à l'école, on essaye de les protéger de la part de ceux qui traînent devant l'école pour leur vendre du hashish. Hein. Voilà. Alors, rapidement, Thierry, il reste 45 secondes. Je gagne à l'euro million. Je vous donne mes gains.
comment est-ce que vous remettez une police correcte en place? C'est impossible parce que à l'euro million, il faudrait déjà gagner une fameuse somme. Donc, je crois que c'est le rôle de l'État de faire ça, hein, soyons clairs. Il faut réinvestir dans la police différemment de ce qu'elle est sans doute et revoir un petit peu le fonctionnement. C'est une certitude. Dans les grandes villes notamment et à Bruxelles, ne créer qu'une seule zone, ça serait une sottise parce que les réalités socio-économiques et sociologiques de Bruxelles, des différentes communes, sont tellement différentes. Mais par contre, une coopération et un fonctionnement commun sur divers points, ça serait un plus évident. Ça, c'est clair. Merci Thierry. On vous fera revenir. Alors, je veux juste souligner que je vous avais reçu en radio il y a 3 ans et que finalement, c'était en 2020. On se pose les mêmes questions aujourd'hui et que la problématique n'a pas changé, elle s'est même empirée. Merci beaucoup Thierry. Je voulais vous rappeler, donc le PAN est sorti dans les bacs ce matin. Allez le chercher, l'entretien est vraiment hyper intéressant. Abonnez-vous aussi si ce que l'on vous offre vous plaît, ce que j'espère. 8 € pour le PAN papier, 5 € pour le PAN digital mensuel et puis 11 € si vous voulez lire les deux, sachant que le contenu est différent sur le web et sur le papier. Vous étiez 5000 à nous suivre et à nous écouter sur le live de la semaine passée. J'espère que vous allez exploser ce chiffre aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry et à la semaine prochaine. Ciao.